Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Emmanuel Macron lance la consultation citoyenne sur la réforme des retraites. Ce sera en fin d'après-midi à Rodez. On en parle avec l'un des spécialistes des retraites au Sénat, le sénateur René-Paul Savary. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre. Et cette semaine, nous sommes dans l'Est de la France. Nous nous intéressons aux conséquences de la loi anti-gaspillage sur votre quotidien. La loi est examinée actuellement au Sénat. Aujourd'hui, à direction Besançon pour parler compost d'immeubles. Et enfin, notre club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment de la loi sur le statut de l'élu, puisque les ministres étaient auditionnés hier au Sénat. Mais avant cela, voici les informations à retenir ce jeudi 26 septembre. Un incendie s'est déclaré cette nuit à l'usine Lubrizol de Rouen, un site classé Seveso. 150 pompiers sont actuellement sur place et une partie des établissements scolaires de l'agglomération seront fermés aujourd'hui pour éviter tout déplacement inutile. La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous ne sommes ni humains ni efficaces, a-t-il ajouté. À quelques jours du débat parlementaire sur la politique migratoire, il aura lieu lundi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Les personnels des urgences et des hôpitaux appelaient une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui après 6 mois de grève et malgré les annonces d'Agnès Buzyn, ils réclament plus de moyens et de personnel. Et puis le Sénat va mettre en place une commission spéciale sur la PMA pour permettre un débat serein. Le texte est actuellement examiné à l'Assemblée nationale. Il arrivera au Sénat en janvier. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de la Marne, siège dans le groupe Les Républicains et vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Bonjour. Bonjour. René-Paul Savary, merci beaucoup d'être avec nous. L'actualité aujourd'hui, bien sûr, c'est cette consultation citoyenne sur la réforme des retraites, lancée tout à l'heure par Emmanuel Macron. Vous êtes l'un des spécialistes de cette question des retraites au Sénat. Est-ce que c'est bien que le chef de l'État soit en première ligne sur ce sujet ? Écoutez, c'est sa décision. Je crois qu'il faut un dialogue, il faut construire. C'est une réforme sociétale qui peut être explosive. Et il faut véritablement que les préoccupations des Françaises et des Français soient prises en compte. On ne peut pas reprocher à notre président d'aller sur le terrain et de rencontrer ses concitoyens. Pour vous, c'est Maintenant, est-ce que ça débouchera sur des propositions concrètes ? Je n'en suis pas persuadé. Vous en doutez, on va parler du fond de cette réforme, mais d'abord sur la méthode. Cette consultation citoyenne, elle intervient après des mois de consultation de Jean-Paul Delevoye. Du coup, est-ce utile ? À quoi ça va servir ? C'est-à-dire qu'il faut maintenant passer à l'acte. On a beaucoup de discours, dans différents domaines d'ailleurs. Mais il s'agira de concrétiser. Personnellement, moi, je représente le Sénat pour cette réforme de retraite. Ça fait 2 ans que je suis sur le dossier. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'auditions pour prendre en compte les difficultés des uns et des autres, en tout cas dans le cadre de cette transformation. Et on aimerait bien maintenant avoir ce projet de loi pour voir exactement, puisqu'on voit bien que les choses bougent encore en ce qui concerne la durée de l'âge, en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne les fonds de réserve. Rien n'est encore réellement tranché. Alors vous aimeriez bien l'avoir, ce projet de loi. Oui, parce que le calendrier va être tenu. Gérard Larcher a des doutes là-dessus. On se pose des questions. Avant l'été, voilà, le haut-commissaire le dit également, je l'ai encore rencontré hier sur ce sujet, il reste sur ce calendrier-là. Mais on voit bien que, de façon catégorielle, il y a des mécontentements et on n'est pas à l'abri d'un amalgame de ces mécontentements parce que cette loi touche à tous les secteurs et à toutes les tranches d'âge de nos concitoyens, que ce soit l'enfance. Il faut une politique de l'enfance puisque c'est une réponse par répartition. Ça touche les actifs parce qu'il faut développer l'emploi, surtout si on recule l'âge de la retraite, et ça touche le niveau de vie des retraités. Donc c'est une vraie réforme sociétale et véritablement on nous propose un bouleversement quand même important dans le mode de calcul des retraites. Alors justement, on va voir ce qu'il y a dans ce projet de loi à l'heure actuelle, en tout cas dans la réforme prévue, puisque Jean-Paul Delevoye, on le disait, a consulté pendant des mois pour rédiger un projet de réforme des retraites. Que contient-il ? Les réponses avec Jonathan Dupriez. Le sujet est potentiellement explosif pour le gouvernement.
Si Édouard Philippe assure que la réforme des retraites n'est pas écrite, elle pourrait s'inspirer des préconisations du rapport Delevoye, publié en juillet dernier. Mesure phare du haut-commissaire à la réforme des retraites, la création d'un système universel pour remplacer les 42 régimes spéciaux existants, tant pour les fonctionnaires que les salariés du public. Le système reste par répartition. Chaque jour travaillé permet donc d'acquérir des points. Et quel que soit le statut professionnel, 1 euro cotisé permet d'acquérir le même nombre de points. Autre question, l'âge de départ reste fixé à 62 ans, mais un âge d'équilibre devrait être instauré à 64 ans. Concrètement, il sera toujours possible de partir à la retraite à 62 ans, comme l'avait promis le président. Pour autant, il s'agit d'un âge minimal. Outre ces 2 pistes, le haut-commissaire aux retraites avait préconisé d'autres mesures, comme l'augmentation du minimum retraite à 85% du SMIC, l'instauration de points de solidarité pour les périodes d'inactivité subie, ou encore la majoration des points pour chaque enfant. Le projet final devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici à la fin de l'année pour examen au Parlement, après les municipales de mars 2020. Voilà pour le projet à l'heure actuelle, hein. Excusez-moi, mais ce n'est pas 42 régimes spéciaux. Il y a quelques régimes spéciaux, RATP, SNCF, etc., qui ont un statut particulier. Et le reste, ce sont des régimes autonomes. Voilà, c'est bien. C'est une différence significative. La différence entre écoutez, il y en a un qui est issu véritablement de l'histoire, avec des compensations par rapport à l'âge de retraite, par rapport à une rémunération qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qui pouvait être espéré, avec une compensation de l'État, donc une solidarité nationale. Les autres sont des régimes autonomes qui, pour grand nombre d'entre eux, sont largement équilibrés et ont des fonds de réserve. Et c'est selon les professions que ces régimes ont été historiquement construits. Donc il y a une vraie différence. Certains sont autonomes seuls, d'autres vivent de la solidarité nationale. Il faut faire la différence. Eh bien, c'est très bien. Et puisque vous parlez de cette question, est-ce qu'il faut y toucher à ces régimes pour vous? Oui. Alors c'est ce que propose le gouvernement. Il faut plus de justice, plus d'équité, c'est historique. Il faut un système plus moderne, plus lisible. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, le gouvernement propose de véritablement tout le bouleverser, supprimer l'ensemble des régimes. Et on sait que les Français sont attachés notamment à leur régime complémentaire. Ils ont été bâtis au fil des années. C'est l'effort des actifs en faveur des personnes âgées, puisque c'est un système par répartition. Donc la tâche sera lourde, parce qu'il faut tenir compte de cette histoire. Et on l'a bien vu au niveau des auditions que j'ai réalisées depuis un certain nombre de temps. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a certaines différences d'un régime par rapport à l'autre. Et si on veut que la réforme soit comprise, il faudrait qu'il y ait le minimum de perdants. C'est là que l'objectif sera difficile. Ça veut dire qu'il y aura des perdants. Il y a forcément des perdants et des gagnants quand vous êtes sur une répartition différente. C'est 316 milliards, les retraites. Ce n'est pas une mince affaire, c'est le plus gros poste des dépenses sociales. Et donc, quand vous changez le mode de calcul, effectivement, pour plus de solidarité, de justice, d'équité, tous les critères sont entendables. Il n'empêche que les gens vont faire leurs calculs. Leur préoccupation, c'est à quel âge je pars et avec quel montant. Et là, il est difficile d'y répondre parce que les simulations, on ne les a pas encore intégralement. Donc, il y a des gagnants et des perdants. Donc, les perdants, c'est quelle catégorie ça peut être des catégories, on a déjà vu, les enseignants parce qu'ils n'ont pas de prime par rapport sur les fonctionnaires, ou bien les aides-soignantes, par exemple, parce qu'il y avait certaines du public, du privé, qui ont des différences du fait qu'il y a le régime actif dans les fonctionnaires, qui n'est pas ailleurs, etc. Donc, on voit bien que s'il n'y a pas des mesures de compensation, des moyens supplémentaires, ce sera beaucoup plus difficile. Sur les grandes lignes, parce qu'on connaît les grandes lignes, on l'a bien compris, ce projet de loi va bouger. Est-ce que sur les grandes lignes, il vous convient, ce projet de loi? Le Sénat, depuis 10 ans, a publié des rapports et souhaitait justement qu'il y ait une évolution. Et la retraite par points nous paraissait quelque chose de tout à fait entendable. Mais nous n'avons jamais préconisé, d'une part, la suppression des régimes obligatoires. En tout cas, notre perspective était plutôt progressivement d'avoir des règles identiques, ce qui paraissait construit. Et d'autre part, nous étions dans une optique où si l'on passait au régime par points, compte tenu de l'espérance de vie, où n'oublions pas, beaucoup de familles sont à 4 générations, donc 2 de retraités, il était important qu'il y ait un recul de l'âge de départ à la retraite. Le Sénat proposait 63, voire 64 ans pour des générations à venir,
pas demain, dans les années à venir, pour faire en sorte que le système soit équilibré. Et si vous n'avez pas cette volonté de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'actifs qui cotisent, eh bien vous faites une usine pour fabriquer des retraités pauvres. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que nous, au niveau de ma formation, nous pensons qu'il faudra travailler plus longtemps. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas tourner autour du pot. Voilà. Il faut dire clairement, il faut reculer l'âge de départ. L'âge pivot, on recule les années de cotisation. Il n'y a plus de durée de cotisation dans un système plein. Ce sont les points qui comptent. Donc c'est un paramètre différent. Il n'y a plus de la notion du taux plein. Or, les Français, s'ils connaissent quelque chose, c'est le taux plein. Et la moyenne d'ailleurs de départ à la retraite, actuellement, est de 62,8 ans. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une intégration au niveau de nos concitoyens qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Donc il n'y a rien de révolutionnaire dans ces propositions, mais un équilibre au moins budgétaire. Mais quand vous dites qu'il faut dire les choses clairement, est-ce que vous dites que le gouvernement est conscient qu'il va falloir reculer cette âge de départ, mais qu'il ne le dit pas, mais que ça sera forcément le cas avec cette réforme? Tout à fait. Il en est conscient. S'il n'en est pas conscient, l'affaire est grave. Il en est conscient. Maintenant, il faut tout mettre sur la table et dire la vérité aux gens. Sinon, ils auraient toujours la suspicion qu'on leur cache quelque chose. Et puis, ils vont être dans l'angoisse d'avoir un niveau de vie inférieur à ce que nos retraités ont aujourd'hui. N'oublions pas qu'en France, le niveau moyen est un peu au-dessus de la moyenne. Il n'empêche qu'il y a d'énormes disparités. Elles ne vont pas se gommer du jour au lendemain, ces disparités. Il ne faut pas croire que le nouveau système va tout révolutionner. Il va essayer de gommer un certain nombre d'inégalités. Il n'empêche que pour les gommer, bien souvent, il faut mettre de l'argent sur la table. Il y aura bien sûr un débat parlementaire. Donc c'est tout cela que nous allons examiner. Au Sénat, il y aura un débat. Clairement, vous allez dire il faut repousser l'âge de départ à quel âge? 63, 64? Alors c'était 63, 64 ans, éventuellement 65. Il faut faire les simulations. Le corps va nous donner, le comité d'orientation des retraites, auquel je me rends dans quelques instants, va nous donner maintenant les perspectives, montrer l'équilibre. La réforme tient également si en 2025, et ça a été annoncé, il y a déjà l'équilibre qui a été retrouvé. Quelles sont les mesures paramétriques qui vont être prises pour aller à cet équilibre? Elles vont être indispensables, ces mesures paramétriques. Elles vont être indispensables. Il va falloir s'attaquer à la question financière. Bien entendu, on ne peut pas dire que c'est une réforme qui n'a pas d'enjeu financier. Il y a des enjeux financiers. Il faut le dire, qu'on l'appréhende. Il faut voir les mesures de compensation pour pouvoir faire passer correctement cette réforme. Le Sénat ne sera pas dans une posture destructive, il sera dans une posture constructive. Bien, c'est noté, on suivra tout ça, René-Paul Savary. On va passer à un autre sujet qui vous intéresse et c'est avec notre journaliste parlementaire, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Oriane, bonjour René-Paul Savary. Et vous vous êtes intéressé à un sujet qui intéresse de près René-Paul Savary, l'emploi des seniors. Et oui, faire travailler les gens plus longtemps, on a compris que c'était dans l'air du temps avec ce nouveau débat sur les retraites qui s'annonce. Mais encore faut-il que les seniors trouvent un emploi, c'est le sujet auquel vous êtes intéressé avec votre collègue socialiste Monique Lubin. Monsieur Savary, vous venez de sortir un rapport à ce sujet. Et on commence avec une donnée positive de ce rapport. On découvre que le taux d'emploi des 55-64 ans, il augmente depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, plus de 6 personnes sur 10 dans cette tranche d'âge travaillent. C'est le résultat d'une politique qui a plutôt changé ces dernières années entre abandon de la pré-retraite ou encore des réformes de l'assurance vieillesse. On a l'impression qu'on a de quoi se réjouir du coup, Tam. Les fins de carrière ne sont pas si dures, sauf que quand on se compare à nos voisins européens, ce n'est pas ça. Vous connaissez l'adage, hein. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se désole aussi. Hein. Regardez, on fait moins bien en taux d'emploi que la Tchéquie, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Hongrie. Bon, quand même un petit lot de consolation. On est au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Petite consolation quand même, René-Paul Savary. C'est surtout que si on regarde les chiffres, la situation elle est plus dure qu'il n'y paraît pour nos aînés. Hein. Effectivement, il faut toujours se méfier des chiffres et des données brutes. Les seniors font face à de nombreux problèmes en termes d'emploi. Et s'il n'y en a pas plus au chômage, c'est aussi parce qu'ils se découragent et que tout simplement ils passent à l'inactivité. Le rapport explique ainsi que la proportion de chômeurs de longue durée, elle est plus importante chez les seniors que chez les autres catégories, que les seniors sont plus touchés par les emplois précaires. Et que beaucoup de seniors terminent leur carrière par une période de chômage. Comment on explique cette situation, Tam ?
Pour l'essentiel, par les réticences des employeurs à l'égard des seniors, et pourtant ce n'est pas fondé. Rien ne prouve que les seniors soient moins productifs que d'autres catégories d'âge. Autre problème, dans un monde professionnel en constante évolution, il y a des soucis en termes de formation professionnelle. Voilà pour le constat. René-Paul Savary, il y a aussi des préconisations dans votre rapport. Comment on fait pour que les seniors puissent terminer aujourd'hui correctement leur carrière, alors qu'on a bien compris qu'il allait bientôt falloir travailler plus longtemps? Comment on fait alors, René-Paul Savary? Effectivement, il faut changer le regard. Il faut changer le regard parce qu'actuellement, il y a un double discours. On dit qu'effectivement, il faudra travailler plus longtemps pour l'équilibre, mais parallèlement, arrivé à un certain âge, les entreprises ont plus tendance à se débarrasser de leurs seniors qu'autre chose. Dans le domaine de la formation, on continue à former des jeunes, et c'est très bien, mais qui ne sont pas forcément stables. On voit bien que ceux, notamment, qui ont une certaine formation, au bout de 3-4 ans, ils changent d'entreprise. Et on ne mise pas sur la formation des seniors, dont on sait maintenant, et encore plus par un système à points, quel sera le moment où ils quitteront l'entreprise. Donc il y a véritablement à prendre en compte cette gestion de fin de carrière, à cesser ce double langage. Au niveau des aides, c'est pareil, il y avait des systèmes de pré-retraite qui étaient incitatifs par rapport à l'entreprise, à conseiller aux seniors plutôt de quitter l'entreprise et se mettre en activité, plutôt que rester au sein de l'entreprise avec une adaptation des postes. Mais c'est tout cela qu'il faut changer. Et parler de fin de carrière. Nous avons été désolés, Monique Lubin et moi-même, où on a trouvé des préconisations répondant à nos philosophies très différentes, des préoccupations communes. Désolé de voir que le senior commençait à 45 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on ait ce regard et qu'on considère qu'à 45 ans, il est plus difficile de trouver du travail. Et d'autre part, il faut véritablement faire en sorte que cette fin de carrière, les personnes ne se retrouvent pas en situation d'inactivité. Ce n'est pas un service qu'on rend à la société et ce n'est pas un service qu'on leur rend, parce qu'il y a une telle différence entre l'activité et l'inactivité que, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, et c'est le médecin qui parle, on ne fait pas de prévention des troubles neurodégénératifs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent. Donc il faut qu'on arrive à ce que nous proposions dans notre société un regard différent sur les fins de carrière. Du coup, avec tout ce que vous nous dites, est-ce que c'est quand même raisonnable de repousser encore l'âge de départ à la retraite? Oui, ce n'est pas compatible. Mais bien entendu, nous, en ce qui concerne ma formation politique, dans une logique où plus il y a de personnes qui travaillent, plus on crée des richesses, donc des emplois pour les jeunes. Ce n'est pas la logique de dire si on fait travailler les personnes âgées, c'est au détriment des jeunes. Non, c'est une société qui s'équilibre de par sa pyramide des âges en créant davantage de richesses. Par contre, il faut véritablement, et c'est le sujet de la réforme de retraite, qu'elle soit accompagnée par une véritable politique de gestion des fins de carrière. Merci beaucoup René-Paul Savary, vous restez avec nous, on a encore d'autres sujets à voir ensemble, mais comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Mulhouse. Retrouvez Dominique Banvart. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Alsace et vous allez nous parler de la centrale de Fessenheim. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Wargon est en déplacement dans votre région aujourd'hui. Absolument, c'est bien l'actualité du jour chez nous en Alsace. La secrétaire d'État sera effectivement à Fessenheim, enfin plus exactement à Colmar, pour présider une réunion d'un comité de pilotage de la reconversion du post-nucléaire de Fessenheim. Il faut savoir que cette réunion va rassembler des acteurs économiques, des associations, des partenaires, des collectivités, des partenaires sociaux, l'État, et qu'elle va aussi s'inscrire dans le prolongement d'un accord, d'un projet de reconversion du territoire qui a été signé en février dernier par François de Rugy, et qui a l'ambition finalement de faire sortir cette région par le haut après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui, rappelons-le quand même, est la plus ancienne de France, et a démarré son activité en 1978, et fait l'objet finalement d'une promesse électorale de François Hollande qui avait annoncé qu'on la fermerait, puisque c'est la plus ancienne. C'était en 2012, aujourd'hui elle fonctionne toujours, avec quelques arrêts parfois sur certains réacteurs comme dans la plupart des centrales, mais en tout cas la phase de reconversion est engagée, mais les élus ce matin face à Emmanuel Wargon vont certainement se montrer assez impatients. Ils attendent maintenant qu'on passe à la chose suivante, à l'étape suivante. Vous le disiez, hein, Dominique Banvart, la fermeture de la centrale de Fessenheim, souvent annoncée, jamais réalisée. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le calendrier? Alors, le calendrier tel qu'il apparaît aujourd'hui devrait permettre d'arrêter le premier réacteur, on va dire en mars 2020, le second à l'été 2020. Mais cet arrêt est encore suspendu à une demande de déclaration de fermeture ou d'arrêt d'exploitation qu'EDF doit faire auprès
l'Agence de sûreté nucléaire. Or, cette demande n'a pas encore été formulée. Et la raison vraisemblablement de ce retard, de cette tergiversation, c'est le fait que EDF négocie encore avec l'État les compensations pour cette fermeture et la perte d'exploitation. Alors justement, les compensations, on imagine l'inquiétude des élus. Est-ce que vous en savez plus sur les compensations ? Alors, côté collectivité, il faut savoir qu'actuellement, la commune de Fessenheim, qui accueille cette centrale depuis 1878, touche à peu près 3,4 millions d'euros par an, mais doit reverser à un fonds de péréquation dont je tairai l'acronyme parce qu'il est assez compliqué, près de 2,2 millions par an, et ce, d'après la législation actuelle, à vie. Or, là, l'une des discussions, ça va aussi être de voir comment la centrale, une fois fermée, les communes, et particulièrement Fessenheim, va pouvoir gérer cet impôt forfaitaire qui ne sera plus en rapport avec ses recettes. Merci beaucoup. Allez-y, Dominique, si vous voulez finir. Peut-être que sur les compensations, quand même, du côté d'EDF, dans la négociation que j'évoquais tout à l'heure, le conseil d'administration d'EDF, début 2017, avait approuvé un premier protocole qui fixait à environ 490 millions l'indemnité forfaitaire pour l'arrêt de l'activité, n'incluant pas évidemment le manque à gagner jusqu'en 2041 à déterminer ultérieurement l'État, et je pense que c'est l'objet aussi de la négociation aujourd'hui entre EDF et l'État. Merci beaucoup Dominique Benvard d'avoir été avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef adjoint de l'Alsace, et tout cela est bien sûr à lire dans votre journal. Merci à vous. Un mot de réaction, René-Paul Savary, sur cette question de la centrale de Fessenheim ? Oui, ça a été bien résumé. C'est une décision qui a été prise lors d'une campagne électorale où on va complètement modifier l'économie d'un bassin. Alors, si on produit moins d'électricité et qu'on l'achète, par exemple, en Allemagne, où l'énergie est fabriquée à base de centrales à charbon, je pense qu'on n'a rien gagné. Donc, il faut être prudent dans cette approche-là. René-Paul Savary, on va maintenant voir ce qu'il y a à lire aujourd'hui dans les journaux de votre département, la Marne. Et c'est avec Tam Tranui. Bonjour, rebonjour Tam. Revue de presse donc de la Marne, et on commence bien sûr par l'Union. Oui, l'Union qui affiche bien sûr sa une, cette nouvelle capitale que vous n'avez pas pu louper. Oriane, je sais que vous êtes amoureuse de foot. Cette une sur les Princes du Parc, et les Princes du Parc, eh bien c'est pas le PSG, bien sûr, c'est le Stade de Reims qui hier a fait un exploit face au PSG en Ligue 1. Mais tout de même, à l'intérieur des pages de l'Union, il y a aussi cet entretien avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a donné donc un grand entretien à l'Union. Gérard Larcher, donc vous le voyez, qui sera à Reims aujourd'hui, cet après-midi, à Sciences Po Reims, pour se nourrir des expériences du terrain dans le cadre de ces conventions régionales. Cela fait 18 mois qu'il a entamé cette espèce de tour de France de conventions régionales. En effet, il a fait face à un constat. Ce constat, c'est qu'il n'y a plus de dialogue avec une partie des citoyens qui ont le sentiment d'être en dehors. Tout d'abord, dans ce grand entretien, Gérard Larcher répond à des questions plutôt locales. Il explique les enjeux de cette convention régionale. Chaque territoire choisit son thème. À Reims, c'est les collectivités territoriales et l'Europe, car vous êtes sur des territoires transfrontaliers profondément européens. Mais il est aussi interrogé sur la politique nationale, et il ne manque pas de tacler le gouvernement. Regardez, il parle notamment de cet échec qu'il y a pu avoir cette semaine. Regardez l'exemple même de la verticalité, c'est cette affaire de la fin de l'exonération sur le service à la personne des retraités qui date d'il y a 30 ans, engagée sans même une concertation avec les partenaires sociaux. C'était le couac de la semaine. Et puis on entend dans ce tacle l'ex-ministre du Travail, Gérard Larcher, bien sûr, pour qui il est très important de se concerter avec les partenaires sociaux. Autre une à laquelle on s'est intéressé, Oriane. Les barèmes Macron. Et oui, les barèmes Macron qui sont à la une de cet article qui a été publié par France Bleu Marne. Selon la Cour d'appel de Reims, le barème Macron est conforme, mais peut-être remis en question. La Cour d'appel de Reims, finalement, qui ne tranche pas vraiment. Rappelons que le Conseil des prud'hommes de Reims a été farouchement opposé au plafonnement des indemnités prud'homales, qui plafonne à 20 mois l'indemnité maximale pour licenciement abusif. La Cour d'appel de Reims, elle explique que ce barème, il n'est pas contraire aux conventions internationales, et en même temps, elle dit qu'il peut tout de même être contesté. Bref, qu'on prenne qui voudra.
Merci beaucoup, Tam. Une réaction, René-Paul Savary, peut-être sur la venue de Gérard Larcher? Oui, tout à fait. Champagne, en tout cas, pour l'équipe qui a Champagne de foot. Pour Reims. Champagne pour Reims, véritablement, ça nous rend bien sûr heureux. Oui, moi je suis très heureux de recevoir le président du Sénat, Gérard Larcher, parce que c'est véritablement un homme du terrain et qui sait parler aux élus parce qu'il les comprend, parce qu'il les connaît, parce qu'il connaît leurs préoccupations. Et véritablement, il sait que la situation locale est l'exemple même de ce que l'on peut construire, parce qu'il y a toujours eu une volonté de travailler intelligemment en complémentarité entre, par exemple, l'agglomération de Reims, le département, la région. C'est d'ailleurs à Sciences Po Reims qu'il vient. C'est l'emblème de ce qu'il faut faire ensemble. C'est le plus gros campus de France que nous avons construit, de Sciences Po, que nous avons construit les collectivités locales associées pour dynamiser tout un territoire. Un mot sur 2 sujets d'actualité que vous connaissez bien, sur lesquels je voudrais vous entendre. La PMA, qui est examinée à l'Assemblée nationale en ce moment. Une commission spéciale va être créée au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, nous allons créer une commission spéciale de 37 membres avec une répartition à la proportionnelle, ce qui est tout à fait légitime, car nous représentons l'ensemble des territoires. Et il y a effectivement une partie qui relève de la commission des lois, par exemple la filiation, les problèmes de filiation, et une partie qui relève de la commission des affaires sociales et de la santé, tout ce qui est recherche sur l'embryon et ce qui est procréation médicalement assistée. C'est la raison pour laquelle il est légitime de faire une commission qui véritablement englobe toutes les facettes de cette loi. Et toutes les sensibilités politiques seront bien sûr représentées. Toutes les sensibilités seront bien sûr représentées. Quel est le but? C'est-à-dire, c'est de pouvoir anticiper, de pouvoir faire le débat avant le débat dans l'hémicycle? Non, le but, c'est de véritablement assurer la sérénité des positions différentes pour amener la pierre à l'édifice nécessaire, puisque c'est une loi très particulière, on l'a dit bioéthique, mais en fait, c'est toute une partie qui concerne l'éthique sociétale. On pense à la PMA, et donc l'approche est tout à fait différente des autres lois bioéthiques que nous avons connues jusqu'à présent. Vous redoutez que le débat ne soit pas forcément serein sur ce sujet? Non, il sera serein au Sénat et nous serons sous forme de propositions. Vous savez, le Sénat est une assemblée très moderne, et qui sait véritablement prendre les problèmes et les traiter à fond. Autre sujet, là je m'adresse aux médecins, actualité du jour, la grève des urgentistes. Ouais. Le gouvernement a annoncé des mesures visiblement insuffisantes. Comment on sort de cette crise pour vous? Écoutez, c'est l'exemple même de ce qu'il faudrait plutôt ne plus faire et qu'on continue à faire, même si le monde est nouveau par rapport à l'ancien. Nous avons commis un rapport sur les urgences avec des collègues de l'affaire sociale. J'ai participé à ce rapport où nous avons fait des préconisations. Quand Agnès Buzyn est arrivée au gouvernement il y a maintenant quelques années, elle nous a reçus en disant « Ah voilà, vous avez fait un très bon rapport, on va prendre les mesures ». On n'a jamais eu de suite. Et puis on voit les difficultés qui se sont aggravées au fil du temps. Donc dans ce rapport, on préconisait notamment une orientation différente, une complémentarité avec les médecines de ville, d'arrêter de fermer des lits parce qu'on voit bien que ça permet d'embouteiller, avoir une gestion différente dans l'accueil des urgences, etc. Si des mesures préventives avaient été prises, on n'en serait peut-être pas à cette situation-là. Maintenant, la santé souffre terriblement de problèmes budgétaires, puisqu'on augmente régulièrement le budget de la santé, mais pas à la hauteur de l'innovation, du vieillissement de la population, etc. Ce qui fait qu'effectivement, il y a toujours des difficultés. Merci beaucoup René-Paul Savary, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. On reviendra bien sûr entre autres sur son audition hier au Sénat sur le projet de loi sur le statut de l'élu. Mais d'abord, regardez un extrait d'un débat diffusé sur Public Sénat après un documentaire, La face cachée du cacao, documentaire de Paul Moreira, qui montre les conditions de production du cacao en Côte d'Ivoire qui entraînent déforestation, travail des enfants. L'économiste François Ruff accuse sur le plateau les multinationales de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir tracer le cacao. On regarde.
La traçabilité est une arnaque, pour dire les choses comme elles sont. Une arnaque. Une arnaque. Ils ne savent pas d'où vient leur cacao. Ils remontent jusqu'à la coopérative ou jusqu'au traitant, mais en dessous, en amont du traitant... Mais ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de savoir, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de savoir. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ferment les yeux, mais ils savent très bien qu'il y a 800 000 tonnes sur 2 millions de tonnes de cacao en Côte d'Ivoire. Il y a 700 à 800 000 tonnes qui viennent des forêts classées. Donc il y a un bon tiers qui viennent des forêts classées et ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux parce que... Bon, mais en même temps, vous ne pouvez pas demander à Cargill d'aller faire la police dans les forêts classées. On n'est pas dans une république bananière en Côte d'Ivoire. C'est la responsabilité de l'État. On peut demander à une entreprise, à l'heure où on parle de responsabilité sociale des entreprises en France, on peut demander à une entreprise d'avoir un minimum... Les responsabilités sont très diffuses. L'État, une fois de plus, et ses structures, le ministère des Eaux et Forêts, l'Assaut des Forts, ont des responsabilités énormes. D'une certaine façon, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'un kilo de cacao sort de Côte d'Ivoire, ou du Ghana, ou du Panama, ou de n'importe où, dans presque tous les pays, l'État émarge par une taxation qui est particulièrement élevée en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc l'État n'a pas intérêt à se tirer une balle dans le pied à court terme et donc il continue à laisser faire. On comprend le processus, mais les États ont des responsabilités importantes. Et notre invité politique ce matin, c'est Jacqueline Gouraud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer. Bonjour. Bonjour Aurélien. Journaliste à la Voix du Nord, qu'on est ravis d'accueillir dans cette émission, puisque c'est votre première. Julien, bienvenue. Merci. Madame la ministre, avant de parler de vos dossiers, évidemment, du statut de l'élu des collectivités territoriales, un mot sur ce qui se passe à Rouen, puisqu'un incendie s'est déclaré cette nuit à l'usine Lubrizol de Rouen. C'est un site classé Seveso. 150 pompiers sont sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Je n'ai pas d'informations particulières, mais j'imagine bien sûr que la préfecture et tous les services de sécurité, en particulier la sécurité civile, ont tout fait pour évidemment prévenir et prévoir toute évolution de ce dossier. Le classement Seveso existe dans beaucoup d'endroits et l'urbanisme parfois s'est développé, de manière à ce que les usines étaient loin ou assez loin des centres-villes, mais l'extension de l'urbanisme fait que parfois les usines sont au milieu de la population. On se rappelle malheureusement ce qui s'était passé à Toulouse. On va passer à l'autre actualité du jour. C'est Emmanuel Macron qui lance la consultation citoyenne sur la réforme des retraites. Ce sera cet après-midi à Rodez. Emmanuel Macron, c'est lui qui lance cette consultation. Où est passé Édouard Philippe ? D'abord, la concertation, ça n'est pas qu'avec la population, c'est avec la population. Et c'est une chose importante que de consulter la population. Mais comme vous le savez, il y a la consultation avec les syndicats qui a déjà commencé, qui a été lancée la semaine dernière. Et c'est Édouard Philippe qui l'a lancée. Et puis, il y aura aussi une consultation avec ceux qui sont sur des systèmes de retraite particuliers, puisqu'on sait qu'il y a 42 systèmes de retraite spéciaux qui existent en France. Donc il y aura 3 types, je dirais, de discussions et de négociations avec les syndicats, avec les représentants des systèmes particuliers ou spéciaux, comme on dit, et bien sûr avec la population. Et le président de la République lance le débat, mais comme vous savez, il a participé, rappelez-vous, au grand débat après les événements des Gilets jaunes. C'est un président de la République qui va sur le terrain. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le nouveau style aussi, Macron, l'acte 2 du quinquennat basé sur la concertation à tout va? C'est pas un style, simplement? Écoutez, en tout cas, c'est vrai que la concertation est quelque chose qui est des signes ou des paramètres de l'acte 2 de ce quinquennat. Le président de la République insiste beaucoup pour que la concertation ait lieu au maximum sur un certain... La concertation, pardon. Beau lapsus, hein. La contestation, vous avez dit. Non, j'ai dit la concertation. J'ai peut-être un peu mal prononcé, mais j'ai dit concertation. Est-ce que, vous parliez du grand débat, est-ce que le président de la République a demandé à ses ministres de s'impliquer dans cette consultation? Est-ce que vous-même, vous allez faire des débats dans la région?
Là où on pourra le faire, bien sûr, tous les ministres, parce que je dirais tous les ministres sont concernés, comme tous les Français sont concernés par la réforme des retraites. Donc effectivement, les ministres sont appelés à participer à ces grands débats. Alors, on ne peut pas aller toujours à tous les débats, puisqu'on a d'autres. Moi, aujourd'hui, par exemple, puisque c'est le lancement du grand débat, j'ai le CFL, qui est quelque chose de très important, le comité des finances locales, qui est un moment important de relation entre l'État et les collectivités territoriales. J'irai bien sûr participer à un grand débat. Et juste cette consultation, pour finir là-dessus, après on va changer de sujet, est-ce que c'est un moyen aussi de gagner du temps, de reculer? Gérard Larcher dit qu'il ne croit pas à un vote à l'été 2020. Écoutez, Gérard Larcher croit ce qu'il croit. Ce qui est important, effectivement, c'est de tester sur le terrain et avec les Français un certain nombre de choses. Par exemple, comme vous le savez, la retraite par points a besoin d'être expliquée. Pourquoi fait-on une retraite? C'est aussi une réforme, pardon. C'est aussi très important. Quitte à reculer d'autant le débat parlementaire. C'est pas qu'il va reculer. La démocratie participative n'est pas contraire à la démocratie. À le repousser, en tout cas, dans le temps. Représentative. Bah oui, mais c'est important de négocier. Et comme votre confrère l'a dit tout à l'heure, la concertation, c'est très important. Cela dit, parmi les retraites, il y avait une question qui se posait par rapport à celle des petits maires, qui se posent vraiment des questions sur la façon dont ils vont recevoir les fruits aussi de leur travail en tant que maire à la fin de leur carrière. Est-ce qu'il y aura un effort de fait par le gouvernement sur ce point? Est-ce que je peux me permettre de vous reprendre? Allez-y, je vous en prie. Les maires n'aiment pas du tout qu'on parle des petits maires. Les maires des petites communes. Petites communes, vous avez raison. Mais non, mais vous avez tout à fait raison. Allez-y. Il y a déjà un système de retraite pour les élus. Il y a une caisse qui s'appelle l'IRCANTEC. Et c'est souvent une caisse qui est complémentaire, je dirais, d'une autre activité, puisque la particularité en France des élus, c'est que ils reçoivent des indemnités et pas un salaire, parce que ça n'est pas considéré comme un métier, mais comme une fonction. Vous savez que la tradition française, issue de la Révolution française, c'est que, au fond, dans l'idée, la fonction de maire est bénévole. On donne des indemnités pour, au fond, défrayer les frais qui engendrent l'exercice de la fonction de maire. Et c'est un débat en soi, d'ailleurs, que la rémunération des maires. Excusez-moi d'insister, mais est-ce qu'il y aura un effort de fait, ou en tout cas une réflexion faite sur ça fait partie de l'ensemble de la réflexion du système. On n'a pas entendu parler de la part de... Oui, parce que souvent, les maires ont une activité professionnelle avec, en parallèle, une caisse de retraite professionnelle. On parle des retraites, mais on parle aussi d'augmenter les indemnités des élus. Il fait partie, en effet, de la réforme du statut. Cela dit, les maires des petites communes s'interrogent de savoir comment ils vont faire pour augmenter les émoluments de leur maire avec un budget contraint. Est-ce que vous allez les aider? Alors, oui, pour les plus petites communes. En particulier celles qui sont à moins de 3500 habitants. Sébastien Lecornu l'a d'ailleurs dit hier, ici au Sénat, dans la consultation qui a été faite avec la commission qui était réunie hier avec les rapporteurs et le président de la commission des lois. Sur le projet de loi sur le statut de l'élu. Il faut vous dire que le système va sûrement être encore amélioré. Les sénateurs vont faire des propositions. Alors, il s'agit des 3 premières strates de population de 0 à 3500. Et il y a toujours aussi les effets de seuil. Quand vous avez 150 habitants ou 250 habitants et que ça change de seuil et que il y a une différence notable entre les seuils, ce qui est donné dans la loi, c'est la capacité de dépasser le seuil. On laisse les seuils, mais on peut dépasser les seuils. C'est une volonté du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui décidera. Mais sur l'indemnisation, c'est la question des moyens. Comment on fait pour augmenter ces indemnisations? La tradition, là aussi républicaine, et les libertés locales, c'est que ce sont les conseils municipaux qui décident combien ils rémunèrent leurs maires et leurs adjoints. Donc sur le budget de leur commune? Sur le budget de leur commune. C'est ça qui est très important. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, dès lors que les budgets des communes sont assez contraints et ils le reconnaissent eux-mêmes? Oui, ils sont contraints, oui, mais il y a des petites communes qui ont des moyens, il y a des petites communes qui n'en ont pas.
Et surtout, est-ce que c'est pas impopulaire dans le contexte actuel d'être un maire et d'augmenter son indemnisation? Alors c'est toujours un sujet extrêmement délicat que de parler d'indemnité. Et en même temps, les gens disent qu'ils sont très attachés à leur maire, à leur commune, à la proximité. Moi, quand j'étais sénatrice, j'ai fait passer une loi qui j'espère sera maintenue, c'est-à-dire que dans les communes, les plus petites communes, eh bien, qu'il y ait automaticité de l'indemnité des maires. Parce que même aujourd'hui, avec le barème qui existe aujourd'hui, parfois, un maire avait du mal à se faire voter les indemnités. Parce qu'auparavant, il y avait un maire qui ne prenait pas d'indemnité, parce qu'il avait les moyens de ne pas prendre d'indemnité. Et c'était aussi, je dirais, une difficulté pour le renouvellement des élus, et en particulier des jeunes, qui parfois sont obligés de quitter une partie de leur temps de travail professionnel pour s'occuper de leur mairie, et qui ne trouvaient pas en compensation des indemnités qui leur permettaient d'assurer leurs fonctions. Alors ce texte sur le statut de l'élu, il se veut une réponse au malaise actuel des maires, dont on parle évidemment beaucoup. Est-ce que ce sera la seule réponse du gouvernement? Ah non, bien sûr que non. Il y a toute une mesure d'accompagnement, puisque, comme vous le savez, c'est le sujet qui a été soulevé depuis de nombreuses années. Bon, alors, je tiens à préciser qu'il y a eu déjà beaucoup de lois qui ont permis d'améliorer, au fond, l'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais là, dans cette loi que Sébastien Lecornu porte, il y a des décisions qui permettent de mieux accompagner encore sur la formation, sur la couverture, notamment de protection juridique, et c'est quelque chose de très important. Un effort sera fait pour engager les femmes. 17% seulement de maires, c'est vraiment faible. Ah oui, c'est faible. Alors, vous savez que nous n'avons pas un système de liste dans toutes les strates de communes. C'est une question qui, d'ailleurs, a été évoquée hier, puisque, évidemment, quand on a un scrutin de liste, ça favorise la parité. C'est une discussion, parfois, et notamment chez les ruraux, ils demandent à ce que le scrutin de liste soit, pour toutes les communes, pour toutes les strates de communes. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont opposés. Mais c'est une vraie question que d'engagement de la parité. Le gouvernement a fait aussi toute une campagne qui a été lancée pour inciter les femmes à se présenter, parce que parfois les femmes aussi n'osent pas, c'est culturel, se présenter en pensant qu'elles ne sont pas capables d'assumer ces fonctions. Mais c'est vrai que la parité est aussi beaucoup liée au scrutin proportionnel. Sur cette question du malaise des maires, du découragement de certains élus, vous qui êtes quasiment quotidiennement à la rencontre de maires, est-ce que vous redoutez qu'il y ait un grand nombre de communes sans candidat au municipal de mars prochain ? Il y a toujours eu Il y en a eu, mais pas beaucoup. Je crois que c'était 56 en 2014. Est-ce que là, vous redoutez qu'il y en ait plus ? Moi, j'ai tendance à penser que non. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Le sujet, cette crainte est à chaque fois qu'il y a des élections municipales, elle est exprimée. Et d'une manière générale, on s'aperçoit, la dernière fois, il y a eu 40% de renouvellement de maires. On verra. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les maires ne se représentent pas. Il y a même des sondages qui sont sortis il y a quelques jours, et on voit que le premier point, c'est pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des raisons de santé, des raisons de durée. Mais il y a aussi des raisons administratives, l'intercommunalité, où ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de pouvoir. Oui, mais ce n'est pas ce qui arrive en tête. C'est pas ce qui arrive en tête, contrairement à ce qui peut être véhiculé. Alors, ceci dit, l'insécurité et, je dirais, une évolution de la société dans lesquelles on agresse de plus en plus les édiles, et pas seulement, mais aussi les gendarmes, les pompiers, tout ce qui représente l'autorité, n'est pas très encourageant pour ceux qui pensent ou qui songent à se présenter. Mais je pense tout de même que le sens civique est très développé chez nos concitoyens, et qu'on trouvera encore des candidats pour les élections municipales. En tout cas, il y a des endroits où on le voit, il y a déjà des concurrences qui se présentent. Une autre inquiétude quand même agite les communes, c'est la suppression de la taxe d'habitation, et surtout
la compensation à l'euro près qui a été promise par le gouvernement, des simulations ont été promises par le Premier ministre. Où en sommes-nous? Eh bien, dès la semaine prochaine, chaque commune, chaque maire pourra s'adresser au directeur départemental des services financiers et obtenir le détail de la situation de leur commune. Et je précise, bien évidemment, que c'est à l'euro près qu'il y aura le dégrèvement dans un premier temps, parce qu'il y a deux phases au fond. Il y a la phase de dégrèvement et ensuite il y aura la phase de compensation quand on va entrer dans la réforme qui va être présentée pour le budget dont la discussion commence prochainement et que je vais expliquer au CFL aujourd'hui avec mon collègue Olivier Dussopt. C'est à l'euro près pour toutes les communes? Ah, pour toutes les communes. Et quel est sur du long terme? Ah, bien sûr. Le dégrèvement est évidemment quelque chose d'assuré et ensuite la compensation. Il y aura une clause de revoyure dans 3 ans. Oui, il y aura une clause de revoyure parce que comme tout système, quand on met un nouveau système en place, il faut vérifier que tout marche bien. C'est tout à fait normal qu'on ait une clause de revoyure. Je signale en plus que là, on vote dans le budget qui vient pour 2020, mais qu'en fait, c'est mis en place seulement à partir de 2021. Donc on aura encore le budget 2021 au cas où il y aurait des ajustements à faire. Cette compensation, elle ne satisfait pas forcément les départements, puisqu'ils disent qu'ils y perdent. Vous ne toucherez pas à ce que vous avez prévu? Bien évidemment, il fallait trouver une nouvelle ressource pour les communes. Donc, effectivement, on descend, si je puis dire, un impôt qui est le foncier bâti. On le descend sur le bloc communal. Alors, je tiens à préciser tout de même qu'au regard de la lisibilité de l'impôt, c'est une bonne chose. Parce qu'un même impôt qui est prélevé par 2 niveaux de collectivité territoriale, c'est pas très lisible pour le citoyen. Et quand une des collectivités décide d'augmenter son taux, c'est pas toujours effectivement clair. Si le département décide d'augmenter son taux, le citoyen reçoit sa feuille d'impôt avec le détail, bien sûr. Mais ça n'était pas aussi clair que cela. Aujourd'hui, le foncier bâti sera seulement prélevé par le bloc communal. Et naturellement, les départements vont avoir une compensation, c'est-à-dire de la TVA, comme aujourd'hui, les régions en reçoivent également. Alors justement, puisque vous parlez des régions, elles tiendront leur congrès lundi et mardi prochain. Édouard Philippe sera présent? Oui, il sera présent. Il sera là, et au congrès des régions, donc à Bordeaux, et il sera également là au congrès des départements? Ça n'est pas encore décidé, mais je pense que oui. Mais en tout cas, il sera là au congrès des régions. On va continuer à parler des régions, puisqu'il y a un sévère rapport de la Cour des comptes sur la réforme territoriale, et notamment cette fusion des régions qui devait permettre des économies. Or, la Cour des comptes dit non seulement il n'y a pas eu d'économie, mais en plus ça a coûté 200 millions. Est-ce que c'est une réforme qui était mal pensée? Oui, c'est une réforme qui a été mal pensée. C'est une réforme qui, en fait, n'a pas abouti, parce que je rappelle qu'en plus, il y avait dans l'air à l'époque une idée de supprimer les départements, et elle a été vraiment mal pensée, parce qu'en faisant des grandes régions, comme l'ancien gouvernement l'a fait, ça n'a fait que renforcer les départements, puisqu'il y a des régions qui ont de telles dimensions que les départements sont absolument nécessaires pour les politiques de proximité. Et donc, c'est des régions qui ont été, pour moi, faites à la va-vite et qui sont beaucoup trop grandes. Mais est-ce que vous allez revenir dessus ou maintenant vous ne pouvez plus revenir sur ces grandes régions? C'est très difficile. Et vous savez, les élus ont demandé, je me souviens très bien, au début du quinquennat, le grand mot d'ordre des élus, c'était arrêter de nous faire des réformes. Je rappelle qu'entre 2010 et 2017, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu la réforme des collectivités territoriales déjà en 2010. Ensuite, il y a eu la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi de découpage des régions, et j'en passe sur d'autres plus petites lois qui ont modifié aussi certains fonctionnements des collectivités territoriales. Donc c'était arrêter de faire des réformes. Et au fond, nous avons dit oui, nous ne ferons pas de grandes réformes territoriales.
On va parler décentralisation, autre vaste sujet qui vous occupe. Le gouvernement a imaginé cette décentralisation à l'aune de l'expérience aussi de la collectivité européenne d'Alsace. Mais il y a une question qui s'impose. Comment on va concilier différenciation et unité de la République ? La question, pour répondre à votre question, je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la République est unitaire au sens, est-ce qu'elle est égalitaire? C'est ça qu'il y a derrière, je suppose, votre question. Et quand on regarde aujourd'hui la situation, on voit bien qu'il y a des territoires qui sont en déprise, qui sont en grande difficulté. Et je crois que répondre aux situations différentes, ça n'est pas contraire à l'esprit d'unité et d'égalité de la République. Au contraire, c'est permettre de rattraper, au fond, certains territoires pour les tirer vers le haut. Et je crois que la différenciation est non seulement une réponse à la diversité des territoires, on pense à diversité historique, géographique, etc., mais c'est aussi une réponse à la diversité de situations économiques et sociales de nos territoires. Alors on comprend l'urgence, mais quand est-ce que cette loi sera présentée? Est-ce qu'il faut s'y attendre après les municipales? Elle sera présentée après les municipales, mais si on parle de différenciation, vous savez que c'est dans la réforme constitutionnelle. Qui pour le moment est bloquée. Est-ce que du coup vous allez faire la différenciation sans la réforme constitutionnelle ou pas? Alors déjà, comme vous avez parlé de l'Alsace, on peut faire de la différenciation à droit constitutionnel constant. Et une étude qui va bientôt sortir, je ne vais pas la détailler puisqu'elle n'est pas encore sortie du Conseil d'État, montre que l'on peut, à droit constitutionnel constant, élargir les possibilités de différenciation en légiférant, bien sûr, mais en légiférant par une loi organique, mais pas par... Donc vous allez le faire? Voilà. Et je pense que nous pourrions, dans cette loi aussi, imaginer cela. Donc plus de réforme constitutionnelle? Ah, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, vous n'attendez pas la réforme. C'est que la réforme constitutionnelle passe. Parce que le champ le plus ouvert nous sera donné par la réforme constitutionnelle. Et je le dis ici au Sénat, nous espérons que la réforme constitutionnelle sera votée. Vous espérez, mais vous pensez qu'elle le sera ou pas? Qu'il y aura un accord avec le Sénat? Eh bien, on verra si le... Oui, puisque tout mais est-ce que le Sénat fait vraiment du blocage? Parce que Gérard Larcher dit qu'il est d'accord sur beaucoup de points. Oui, alors tout le monde est d'accord, mais à chaque fois, il y a quand même des points qui bloquent. Voilà. Puisque vous parlez du Sénat, le Sénat examine actuellement la loi anti-gaspillage. Il y a un point qui fait débat, et notamment qui bloque chez les élus, chez les sénateurs, mais chez les élus, c'est la mise en place de la consigne. Est-ce que vous comprenez la position des élus qui sont opposés à ce point? Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que je soutiens tout à fait cette politique de lutte contre les plastiques qui envahissent notre vie et qui envahissent aussi nos océans, nos rivières, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de très important que de s'attaquer à cette pollution massive qui détruit notre écosystème. La deuxième chose, ce qu'il faut, bien sûr, dans ce système de collecte et de consigne, il faut que les syndicats d'ordures ménagères, il faut que tous les organismes qui s'occupent s'y retrouvent, car bien évidemment, c'est quelque chose qui doit à la fois être monté avec ceux qui produisent les plastiques, les emballages, etc., et puis avec ceux qui consomment et qui collectent. Mais s'y retrouvent, ça veut dire quoi? Vous dites à Brune Poirson, il faut des compensations pour ces maires qui risquent de perdre avec la mise en place de la consigne. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que les syndicats peuvent tout à fait trouver leur équilibre dans cette gestion. Moi, j'attends qu'on m'explique le détail de ce traitement de la consigne, mais vous attendez de la part de votre collègue? Non, j'attends d'une manière générale. Et je discute avec les élus locaux, et c'est ma fonction, pour essayer de faire en sorte, mais Brune m'a déjà expliqué qu'elle avait discuté avec les associations d'élus, pour que la consigne soit neutre pour les finances des syndicats. Donc pas de conséquences pour les communes? Absolument. On va passer à une dernière question, puisque vous le savez, nos téléspectateurs peuvent vous poser des questions. On regarde ce qu'ils vous demandent.
Question un petit peu personnelle, Jacqueline Gouraud, qu'on vous a posée sur Facebook. Question de Pierre Frouin. Que ferez-vous quand vos fonctions auront pris fin? Mes fonctions de ministre? Oui, j'imagine. C'est sa question. Eh bien, c'est assez simple, puisque j'ai été réélue sénatrice en 2017. Si je ne suis plus ministre, je reviendrai au Sénat et je suis élue jusqu'en 2023, puisque c'est la date, à moins que les dates changent avec la réforme constitutionnelle. C'est pas exclu. C'est pas exclu, mais je reviendrai au Sénat et puis après, j'arrêterai ma vie politique parce que j'aurai 73 ans. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Gouraud d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien Lécuyer. Demain, à votre place, Jacqueline Gouraud, ce sera Hervé Morin, le président des Régions de France. Vous aussi, vous pouvez lui poser vos questions sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et les Indes radios, avec la bande de journalistes qui me rejoint. Nous allons parler de la loi sur le statut de l'élu. On en a parlé avec Jacqueline Gouraud et de la réforme des retraites, puisqu'aujourd'hui, c'est le top départ de la consultation citoyenne lancée tout à l'heure par Emmanuel Macron. Mais avant de vous entendre, c'est l'heure de notre reportage en région, parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, vous l'avez vu, Samia Dechir et Fabien Recker sont dans l'Est de la France pour comprendre les conséquences pour vous de la loi anti-gaspillage actuellement examinée au Sénat. Et pour cette dernière étape, direction Besançon pour voir comment réduire ces déchets ménagers grâce au compost. On regarde. L'économie circulaire, c'est un modèle où les déchets ne sont pas jetés, ils sont réutilisés. C'est le principe du compost avec les déchets alimentaires, par exemple. Assez facile à faire quand on a un jardin, mais comment faire quand on habite un immeuble? Eh bien, les habitants de cette résidence se sont lancés dans le compost collectif. On va monter voir l'un d'entre eux, celui qui est à l'origine du projet. Kevin Billot, c'est vous qui avez eu l'idée de créer un compost collectif dans votre immeuble. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dans votre compost ? Alors vous pouvez y mettre absolument tout ce qui est ici, donc les coquilles d'œufs bien broyées, les pelures de potimarron de ce midi ainsi que le choucal qui nous reste et le thé pour la semaine. Ça veut dire qu'on peut y mettre tous ces déchets alimentaires dans le compost? Non, malheureusement vous ne pouvez pas mettre tout ce qui est viande, os, coquilles dures, type huître, etc. Ça vous ne pourrez absolument pas le mettre dedans. Et une fois que vous voulez les jeter, tous ces déchets qui sont compostables, vous en faites quoi? Alors c'est très simple, on va tout mettre dans le petit seau qui est juste là. Kevin, on arrive ici devant le bac à compost, les bacs à compost plutôt. Comment ça marche? Très simple, donc les déchets qu'on a tout à l'heure, on va les mettre dans ce bac ici, où vous avez tous les déchets que tous mes collègues ont déjà ramenés. Hop, on va faire un petit trou avec la griffe qui est là. Hop. Et ensuite, vous versez tous vos déchets dans le bac? Exactement, tous les déchets qu'on a récupérés ce midi, on va les mettre là-dedans. Et ça sert à quoi de composter ces déchets au final? Ça va nous permettre d'avoir un engrais complètement naturel qu'on va pouvoir utiliser à la fois pour nos jardinières et pour les espaces verts de toute la copropriété. Il y a beaucoup d'habitants dans cet immeuble. Comment vous faites pour vous organiser? Est-ce que c'est pas trop contraignant? Non, pas du tout. En fait, nous sommes à peu près 6 référents sur la copropriété qui nous prend environ 15 à 20 minutes par semaine pour remuer les bacs de compost. Pas plus que ça. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les autres habitants qui sont assez nombreux dans cette résidence de se lancer dans cette aventure? Ça a été un petit peu compliqué, mais on a une association à qui on a fait appel, Trivial Compost, qui nous a très très bien aidés du début jusqu'à la fin. Allez, hop, on s'y colle. J'ai vu que le fond il est un peu... Vous en êtes où là? Alors là c'est pas mal, on voit que vous l'avez bien brassé. Il est plutôt homogène et il se décompose dans le fond. Tess Wicklock, vous êtes une accompagnatrice de l'association Trivial Compost. Vous venez voir les habitants de cet immeuble une fois par mois, à peu près depuis 1 an. Est-ce que ça coûte cher de s'équiper et puis de se faire accompagner pour créer son compost collectif?
Alors à l'immeuble, ça coûte très peu cher. Il y a une petite participation financière. Cela dépend du nombre de logements de l'immeuble. Ici, ça représente environ 300 €. Mais cet accompagnement, il est financé par le CIBER, le syndicat de traitement des déchets de Besançon et sa région. Et voilà, la participation financière représente très peu par rapport à l'économie qui peut être faite grâce au compostage des biodéchets des habitants. Votre accompagnement, il consiste aussi à aider les porteurs de projets comme Kevin à convaincre les autres habitants de l'immeuble de se lancer dans l'aventure. Comment vous faites? Alors on va apporter des arguments, évidemment l'argument environnemental. Les biodéchets sont détournés de l'incinérateur. Il faut savoir que la poubelle grise, les biodéchets, ça représente environ 40% du poids de la poubelle. C'est ce qui n'est pas négligeable. Aussi l'argument économique, puisque ici on va aussi payer les poubelles au poids. Donc comme je disais, le poids de la poubelle va être allégé. Et enfin, on va pouvoir lever les idées reçues, comme voilà, les nuisibles, les mauvaises odeurs. Si le compost est bien entretenu, il n'y a aucune nuisance. Grâce à l'installation de leur compost, les habitants estiment qu'ils vont pouvoir réduire leurs déchets d'environ 1 tonne par an. Ça va leur permettre de faire des économies, mais ce n'est pas le seul intérêt parce que l'installation de ce compost, ça a surtout permis de recréer du lien social, y compris sous la pluie, entre des habitants qui ne se connaissaient pas forcément. Voilà pour ce reportage pluvieux de Samia Dechir dans l'Est de la France. Samia qui sera en plateau avec nous demain à 7h-ci pour nous parler de sa semaine dans l'Est de la France sur cette loi anti-gaspillage. Bonjour messieurs. Et rebonjour Tam, puisque cette loi anti-gaspillage, elle est évidemment examinée cette semaine au Sénat. Alors Tam, on en est où des débats? Oui, on l'a dit, c'est un texte qui devait être consensuel par les objectifs qu'il vise, mieux recycler nos déchets, lutter contre le gaspillage. Et pourtant, écoutez, c'est comme sur la lutte contre le changement climatique, tout le monde est d'accord sur les objectifs, personne n'est d'accord sur la façon dont on y arrive. Les relations, elles sont très tendues dans l'hémicycle, on l'a dit depuis le début de la semaine. Mardi, le gouvernement et les sénateurs s'envoyaient limite des noms d'oiseaux. Hervé Moret, le président de la Commission du développement durable, accuse déjà depuis plusieurs jours l'exécutif d'agir sous l'influence de lobbies, le lobby des boissons, notamment Coca-Cola. Le gouvernement, lui, réplique, il dit non, ce sont les sénateurs qui travaillent eux aussi pour des lobbies, mais les lobbies des gros recycleurs. Ambiance dans l'hémicycle. Ah oui, ambiance. Alors c'était ambiance mardi, est-ce que depuis ça s'est amélioré? Ou toujours pas? Finalement, dans l'hémicycle, c'était un petit peu plus calme, mais ça restait extrêmement froid. Et hier, l'essentiel des négociations avait lieu dans les couloirs du Sénat. On le sait, les sénateurs sont très opposés à la mise en place de la consigne, notamment parce qu'ils craignent pour les systèmes de collecte des collectivités, pour les finances des collectivités. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Jacqueline Gourault. La ministre Brune Poirson, secrétaire d'État, a retouché son texte à la dernière minute pour que les collectivités s'y retrouvent. Alors les sénateurs dans l'hémicycle ont parlé de tambouille politicienne, d'usine à gaz. En réalité, dans les couloirs, ça négocie au Sénat et certains, bien placés, jugeaient un accord possible. Sinon, autre événement hier, le gouvernement, comme la commission, ont été dépassés par l'aile gauche du Sénat. Je vous rappelle que le texte, il instaure un indice de réparabilité, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un appareil, vous allez être informé de sa capacité à être réparé. Le Sénat est allé plus loin grâce à un attelage d'amendements de gauche et même de La République En Marche. Ils ont voté l'obligation de la réparabilité des appareils électroniques, histoire de lutter contre cette fameuse obsolescence programmée. Merci Tam, et on suivra bien sûr la suite des débats, le texte jusqu'à demain. Exactement. En séance. Jérôme Cordelier, on l'entendait, Tam, les débats agités, tendus dans l'hémicycle, une ambiance froide. Pourtant, on se dit que c'est un texte qui devrait faire consensus. La défense de l'écologie, la lutte contre le plastique. Pourquoi ça ne marche pas? C'est curieux de réagir comme ça, si je puis dire, parce que les débats parlementaires sont faits pour ça. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est quand même le principe même de la démocratie qui est des débats serrés. Et d'ailleurs, pour la PMA, c'est pareil. Enfin, l'immigration, on peut imaginer aussi que le débat, le 30 septembre, sera un petit peu houleux parce qu'il y a des nuances différentes dans la majorité. Et c'est quand même... alors peut-être a-t-on perdu le sens de cette expression démocratique qui est dans l'hémicycle, mais finalement c'est plutôt ça. Mais c'est amusant, c'est parce qu'on se pose toujours ces questions. C'est comme au moment des primaires, on se dit mais pourquoi il y a autant de candidats, pourquoi on le verra au municipal, pourquoi il y a autant de candidats. Mais après tout, c'est quand même le sel de notre démocratie qui est des débats autour du débat, c'est normal, mais là c'est un texte qui devrait faire consensus. Comme on l'a vu, la loi sur le statut de l'élu fait plutôt consensus au Sénat. Pourquoi ce texte sur l'économie circulaire et la lutte contre le plastique ne rentre pas finalement dans cette catégorie, Thierry Dupont? Parce qu'il touche aux finances des collectivités locales et que les rapports entre les collectivités locales et l'exécutif sont très mauvais depuis maintenant 2 ans. Que là encore, si on touche à l'argent... Ils sont un peu améliorés quand même. Ils sont un peu améliorés, mais enfin, ça reste empreint d'une certaine méfiance parfois. Oui, défiance.
Méfiance, défiance. Et donc voilà, et quand on touche à l'argent, on touche forcément à la liberté d'agir. Et vous savez bien que toutes les collectivités réclament aujourd'hui une nouvelle étape de la décentralisation. Donc on ne peut pas d'un côté réclamer une nouvelle étape de décentralisation, de l'autre côté serrer le garrot financier. Sébastien Fournier, c'est ça le problème, les élus, la réaction des élus. Oui, c'est le problème financier, en effet. Alors, ça fait quand même beaucoup plus que 2 ans hein, que les problèmes se posent, parce que chaque année, finalement, on remet l'ouvrage sur le métier. Hein. À chaque fois, on recommence sur les finances locales, la fiscalité, avec des réformes qui ne cessent de compliquer la chose en plus. Hein, qui ne cessent de compliquer la chose. Alors, on le voit avec la taxe d'habitation, on l'a vu avec la taxe professionnelle, il fut un temps. Donc là, effectivement, le problème qui se pose, c'est le problème des finances locales. Et moi, j'aurais parlé quand même du texte, parce que le texte, en tant que tel, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, l'ambition affichée de vouloir passer d'une économie linéaire, c'est-à-dire on fabrique, on consomme, on jette, à vraiment une réelle économie circulaire, c'est quand même une ambition louable. Oui, il y a des mesures consensuelles. Hein. D'ailleurs, l'élargissement du principe de pollueur-payeur, l'histoire quand même de l'obsolesccence programmée, c'est quand même des bons sujets. Faut le dire, je pense. Il y a eu un vrai problème, c'est que tout le monde s'est focalisé sur ce texte. Sur une mesure polémique, c'est la consigne. Et pour le coup, c'est aussi la faute du gouvernement qui en a fait une mesure emblème du texte. Oui, et qui ne représente, selon les élus, hein, c'est pas moi qui le dis, selon les élus, du dispositif, c'est 0,5%. La consigne. Alors, je ne sais pas du tout si ce chiffre est vrai, enfin je veux dire s'il mériterait d'être vérifié, mais c'est ce que disent les élus en tout cas. Les élus locaux disent que c'est 0,5% du dispositif de la gestion de tri aujourd'hui mis en place. Allez, on va continuer à parler des élus locaux, mais avec un texte qui laisse entrevoir un débat parlementaire plus apaisé. Normalement, Jérôme Cordelier, c'est le texte sur le statut de l'élu. Tam. Et oui, effectivement, on a parlé des tensions avec Brune Poirson, ça s'explique aussi parce qu'elle a fait preuve d'un petit peu de mépris à l'égard des sénateurs et qu'elle a fait son texte dans son coin. Alors c'est impossible de dire que Sébastien Lecornu a fait la même chose, hein, parce que lui, il sait vraiment comment se mettre les sénateurs dans la poche. Écoutez. Nous avons travaillé d'une part avec les différents présidents de groupes politiques, dans le volet approche politique des choses, mais également en amont avec les 2 rapporteurs que je salue, la personne de Mme Gatel et de M. Darnaud, mais également aussi en s'inspirant beaucoup des différents travaux que les différentes commissions ou délégations du Sénat ont pu commettre ces dernières années, entre autres sur le statut de l'élu. Mais pas que. D'ailleurs, Jean-Marie Bockel m'a auditionné dans cette salle même en tant que président de la délégation en charge des collectivités territoriales et que, bien sûr, j'avais pris le soin de cadrer nos travaux en amont comme en aval avec le président Larcher. Alors là, on peut le dire, Tam, c'est une bonne entrée en matière. Hein. Ah oui, un spécialiste du name dropping. Hein, il a cité à peu près tous les sénateurs possibles et imaginables sur ce texte. Il faut rendre au Sénat ce qui est au Sénat. Sébastien Lecornu ne peut d'ailleurs ignorer la somme de travaux qu'il y a eu au Sénat sur ce sujet. Il faut dire que tout le monde est d'accord sur l'essentiel de ce texte. Si on prend les principaux points, il y a renforcé le rôle des maires dans les intercommunalités. Il y a également renforcé les pouvoirs de police du maire face aux incivilités du quotidien, sans pour autant qu'ils se mettent en danger. Un sujet sur le devant de la scène depuis la mort du maire de Signes, et puis aussi lui assurer une protection juridique et une formation. Bien, pourquoi tout ce consensus? Parce qu'à l'issue des 96 heures de grand débat, l'exécutif ne pouvait plus ignorer le malaise des élus locaux, et aussi parce qu'à 6 mois des élections municipales, il est plus que temps de s'en occuper. Alors comme ça, on a l'impression que tout va bien, mais est-ce que tout le texte est consensuel? Ah, tout de même, ça serait un petit peu trop simple. Il y a un débat sujet, pour Jérôme Cordelier. Exactement, qui fâche systématiquement. Vous l'avez dit, Thierry, ce sujet, bien sûr. C'est l'argent, c'est la rémunération, les indemnisations des élus, parce que grosso modo, le gouvernement veut que tous les maires des villes entre 0 et 3 500 habitants aient la même rémunération. Écoutez les explications du ministre et la réaction du co-rapporteur Mathieu Darnaud. Comment expliquer à un maire d'une commune de 485 habitants qu'il peut avoir droit jusqu'à 600 € d'indemnité par mois, s'il le souhaite, pendant que son collègue dans la commune d'à côté a 505 habitants, où, me semble-t-il, sa vie d'élu est sensiblement la même au quotidien que celui de 485 habitants, que lui peut avoir droit à 1200, jusqu'à 1200 € par mois. L'augmentation nous paraît quand même relativement importante et d'ailleurs pas nécessairement sollicitée ou demandée par les élus. C'est pourquoi il nous semblait peut-être plus juste de garder les strates avec une augmentation qui soit plus importante sur la strate de 0 à 500. Ça va, Tam, on est dans un désaccord plutôt feutré. Oui, c'est vrai, ça reste très diplomatique, mais quand vous interrogez certains sénateurs en off, ils vont beaucoup plus loin. Ils vous disent que s'ils veulent que de jeunes actifs s'engagent pour devenir maire, ce qui est souhaitable, il va falloir aller beaucoup plus loin. Être maire, ça prend du temps, ça représente pour certains une perte de salaire, je les cite. À un certain stade, ça revient même à payer pour recevoir des emmerdes, et qu'en plus, à terme, cela peut signifier
une perte de retraite. Mais tous craignent bien une chose, l'élu bashing, bien sûr. Vous imaginez, si, alors que les gens défilent dans la rue sur la réforme des retraites, les élus commencent à se tricoter une retraite dans leur texte, c'est sûr, ça va faire très désordre. Et tout cela, ce sera à suivre. Et en attendant, l'article de François Vignal sur le site publicsénat.fr. Sébastien Lecornu, première réaction à ce que vient de dire Tam. Est-ce que finalement ce texte... Sébastien Fournier, voilà. J'ai trop entendu Sébastien Lecornu. Merci. J'ai trop entendu Sébastien Lecornu, ministre. Peut-être un jour vous serez ministre, Sébastien Fournier. Une réaction à ce que vient de dire Tam. Est-ce que c'est la bonne réponse finalement au malaise des maires, ce texte? C'est une réponse. De Sébastien Lecornu. Voilà, c'est une réponse. C'est une réponse qui était très attendue. Les élus locaux... depuis un certain temps, et surtout les maires des petites communes, essentiellement, se plaignaient régulièrement. Je pense que c'est bien plus que de se plaindre. Il y avait un vrai malaise, quoi, un vrai malaise. Il y a un vrai malaise qui aujourd'hui qu'on constate dans les territoires. Donc effectivement, c'est une réponse. Maintenant, alors il y a la question des indemnités. Très bien. Il faudra voir effectivement comment ça se finance, parce que ça va être très compliqué quand même pour les élus de décider en conseil municipal, de décider donc de leur rémunération. Ça va être compliqué. Comment ils vont le faire au regard des finances surtout, locales? Surtout, tu me le disais, dans le contexte actuel, c'est compliqué de s'accorder une augmentation d'indemnisation. C'est extrêmement difficile. Les budgets... Allez-y, les budgets sont contraints. Et encore plus dans les petites communes. C'est pas du... Enfin, bon. Les sommes qu'on a annoncées, oui, c'est pas non plus... c'est du bénévolat, si je peux dire. Quasi bénévolat. Donc, par rapport aux responsabilités et à la charge qu'on les aujourd'hui, 600 élus, € pour un maire d'un petit village, avec toutes les contraintes et toutes les responsabilités qu'il y a. Franchement, c'est effectivement du bénévolat. Et notamment, en plus, si vous avez des trajets multiples pour aller à une réunion d'intercommunalité ou aller en représentation. Mais, là aussi, c'est... pardon Thierry, mais c'est aussi une vision un peu centralisée de la chose, parce que Thierry a raison de mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Bon, moi, je me souviens, par exemple, l'autre jour, j'ai vu un maire à Larot, au Pays Basque, au fin fond du Pays Basque, pour aller à la communauté de communes qui est à Bayonne, il a 2h30 de route. Alors ils sont obligés de faire du covoiturage et c'est 250 €. Jérôme, donc ça paye. Jérôme, là, tu prends un exemple qui effectivement est complètement délirant. Bayonne, c'est une communauté d'agglomération qui est totalement délirante. C'est la plus grande. C'est une des plus grandes. C'est le plus grand. C'est un truc de fou. Connaît bien. Et quand les élus doivent effectivement se rendre au siège de l'intercommunalité, ils font des kilomètres et des kilomètres. Bien sûr. Ça devient de la folie furieuse. Voilà. Mais je pense qu'on peut multiplier les cas comme ça. Ah bah il y en a plein. Et alors. Oui, Thierry. Non, un autre volet qui est de cette loi qui est très intéressant et qui répond vraiment à une demande des maires, c'est l'assouplissement de certaines règles, notamment on parlait de l'intercommunalité, mais des regroupements de la loi NOTRe, des fameux irritants de la loi NOTRe. Et ça, c'est vrai qu'il y avait quand même chez les petits maires notamment le sentiment de ne plus être entendus au sein de ces grandes assemblées. Voilà, il y a un peu plus de souplesse, certains peuvent en sortir. Il y a certaines compétences qui peuvent être redéléguées par les intercommunalités aux communes. Bon, ça devrait apaiser certaines tensions. Et alors en plus, derrière, il y a quand même un arrière-plan politique à la manœuvre. C'est vrai que les maires maintenant sont devenus, depuis la crise des Gilets jaunes et les 96 heures de débat d'Emmanuel Macron, les vrais soutiens de la République et les vrais soutiens du macronisme, si on peut dire. Donc là, évidemment, il y a une volonté de retisser le lien entre le pouvoir central et les périphéries, si on peut dire, et qui sont donc incarnés par ces maires, qui sont les élus à portée de baffe, mais aussi les élus à portée de compliment, parce que c'est les élus les plus légitimes et les plus populaires dans le cœur des Français. Allez-y, un mot chacun. Je vais dire une chose sur ce que disait Thierry. C'est bien de revoir un peu les irritants de la loi NOTRe. Alors, on va rentrer un peu dans la tuyauterie, un petit peu dans la mécanique. Mais s'il faut détricoter l'intercommunalité, attention à ne pas la détricoter, quoi. Attention non plus à ne pas... Parce qu'effectivement, il faut un peu cajoler les maires aujourd'hui dans ce contexte politique, ne pas retirer ce qui aujourd'hui est fait à l'échelle du bassin de vie. Parce que c'est là où les politiques publiques doivent se metêtre en place. S'il y a un signe de l'attention que porte l'exécutif à toutes ces questions, c'est bien la présence la semaine dernière du Premier ministre, à la fois au congrès de l'Association des petites villes de France et de celle des maires ruraux de France. Alors qu'il n'était pas au congrès des métropoles, comme les années précédentes. On voit bien que là, il y a vraiment une focalisation sur cette... il y a un changement de braquet. Autre signe aujourd'hui, et vous allez me remercier, Oriane, c'est que Emmanuel Macron va faire un grand débat sur les retraites à Rodez. Eh bien, on va en parler. Mais on va en parler à Bordeaux.
Mais non, il va à Rodez pour pas faire un énième. Mais Jérôme Cordelier qui fait les transitions. Mais avant d'en parler, il y a Tam. Tam pour la revue de presse quotidienne. Allez-y. Revue de la presse quotidienne régionale avec vous, Tam, et on commence par Midi Libre. Et oui, Jérôme, vous l'avez dit, vous êtes en avance sur ma revue de presse. On en a beaucoup parlé ce matin. Et bien sûr, la une du Midi Libre, elle est consacrée à ce déplacement d'Emmanuel Macron à Rodez aujourd'hui, où il entame son grand débat sur les retraites. Notez cette photo, ce photomontage affiché par Midi Libre, où on voit Emmanuel Macron pensif à l'écoute, qui fait face à cette assemblée de têtes chenues, on peut le dire. Je rappelle que l'Aveyron est un département essentiellement rural et donc le tiers de la population est là-bas âgée de plus de 60 ans. Et on va passer à présent à la une du Dauphiné, Tam. Effectivement, la une du Dauphiné avec cette image là encore très marquante où on voit un photomontage où la terre est en train de se noyer littéralement. C'est le constat alarmant qui a été fait par ce groupement d'experts internationaux sur le climat, le GIEC, qui explique qu'à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, il va y avoir une énorme montée des océans, 1 mètre, dit le GIEC, et tout cela intervient 2 jours après cette assemblée à l'ONU qui a été consacrée au climat, et c'est en quelque sorte un pied de nez à tous les détracteurs de Greta Thunberg de voir cette image qui est donc validée par les scientifiques de ce monde. Et on termine avec la presse de la Manche. Et oui, effectivement, la presse de la Manche, j'ai parlé de la fin du monde, mais regardez, nous sommes sauvés. L'État veut sauver les bars de nos villages, en parlant de ruralité. Alors, la presse de la Manche se fait l'écho de cette initiative qui a été lancée par le groupe d'économie sociale et solidaire SOS, qui lance une initiative 1000 cafés pour pouvoir rouvrir ou ouvrir des cafés dans nos territoires ruraux. C'est très important pour la vie dans nos villages. Notez que cette initiative, elle est soutenue par le ministère de la Cohésion des territoires. Je rappelle aussi que le groupe SOS est présidé par Jean-Marc Borrello, un très proche d'Emmanuel Macron, le président de la République. Merci beaucoup, Tam, pour cette revue de la presse quotidienne régionale. Jérôme Cordelier, on a senti votre impatience à parler de cette consultation. D'aller au bistrot, mais ça sera après 9h. En tout cas, d'aller à Rodez, où Emmanuel Macron lance cette consultation citoyenne. Il n'y a pas assez de décentralisation pour que je puisse être à Rodez en même temps que... Non, mais on y est quand même. Vous allez voir, grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, on est à Rodez avec Serge Gélis. Bonjour Serge Gélis. Bonjour tout le monde. Serge Gélis, de nos partenaires de Centre Presse, vous organisez ce débat entre Emmanuel Macron et 500 de vos lecteurs avec, on le précise, l'Indépendant, le Midi Libre, la Dépêche du Midi. Mais vous êtes donc co-organisateur de ce débat. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? En fait, on a eu très peu de temps pour organiser le débat puisque nous avons eu 1 semaine pour mobiliser 500 personnes puisque c'est le format que le président de la République a souhaité. Donc nous avons mobilisé nos abonnés, les abonnés de Centre Presse Aveyron, de la Dépêche du Midi, de Midi Libre et de l'Indépendant. Il y en a qui sont de l'Aveyron, il y en a qui sont du Tarn, de Montpellier, de Toulouse, donc un peu partout d'Occitanie. Et ça va s'organiser à la salle des fêtes de Rodez, qui est située juste à côté du musée Soulages. Donc le président de la République sera au milieu de cette petite arène avec 500 personnes autour de lui. Et donc toutes les questions sont libres. Il va pouvoir débattre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous connaissez Emmanuel Macron, il aime bien ce genre de format, donc il va pouvoir débattre autant que cela lui plaira. Oui, vous êtes prêt à vous coucher tard, Serge Gélis. Vous dites toutes les questions sont libres. Il n'y a pas eu de demande de l'Élysée, pas d'exigence. Et surtout, parce que c'est une question qui s'est posée pendant le grand débat, est-ce que l'Élysée a eu connaissance des questions qui vont être posées au président de la République ? Absolument pas. L'Élysée, bien sûr, a demandé à avoir la liste des personnes pour les valider, puisque c'est des règles de base de sécurité quand un président de la République se déplace. Mais l'Élysée n'a absolument pas demandé d'avoir les questions qui seront posées avant le débat. Et vous, comment vous avez choisi vos 500 lecteurs ? Est-ce qu'il y a eu des critères ? Comment s'est fait votre choix ? En fait, si vous voulez, on avait si peu de temps qu'on n'a pas eu trop le temps de choisir. On a fait une consultation dans nos titres respectifs. On a invité nos abonnés à s'inscrire pour pouvoir débattre avec le président de la République. Et nous avons eu, bien sûr, du succès, puisque c'est quand même un exercice de style qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. Et donc, du coup,
nos lecteurs se sont inscrits rapidement et nous avons pu proposer un panel de 500 personnes au service de l'Élysée. Juste dernière question pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est l'Élysée qui a demandé à ce que ce débat se fasse sous cette forme et qui vous a donc contacté, vous, à Centre Presse, au Midi Libre, à La Dépêche, ou est-ce que c'est vous qui avez proposé de faire ça? Non, en fait, l'Élysée a décidé de faire organiser ce débat par l'Union de la presse régionale, l'UPREG, et donc du coup, vu que ça se passait à Rodez, ce sont les journaux du groupe La Dépêche qui ont été mandatés pour organiser ce débat, je vous dis, avec toutes nos marques, donc La Dépêche du Midi, Midi Libre et Centre Presse Aveyron. Eh bien, merci beaucoup, Serge Ellis. Merci d'avoir été avec nous depuis Rodez. Et puis, préparez-vous donc à vous coucher tard ce soir, parce qu'avec Emmanuel Macron, effectivement, ça peut durer longtemps. Merci, Serge Ellis, de nos partenaires de Centre Presse. Jérôme Cordelier, c'est une bonne formule pour lancer cette consultation citoyenne, ce qui va se faire ce soir. Emmanuel Macron face à 500 lecteurs du groupe La Dépêche. Parce que, évidemment, quand il y a un débat entre le pouvoir central et les confins, j'allais dire les confins du royaume, mais en tout cas les confins du pays, de la République, c'est bien. Et puis en même temps, vous avez vu, ça met l'accent quand même sur des territoires qu'on ne voit pas toujours dans les matinales d'info, par exemple. Vous voyez, ce monsieur de Centre Presse Aveyron... qu'on voit chez nous, Jérôme Cordelier. Pardon, bien sûr, chez vous, évidemment. Mais c'est pour ça que je disais les matinales d'info. Ici, mais ils sont souvent qu'ici. Là, vous allez avoir tous les concurrents des chaînes info qui vont essayer de regarder, non, je plaisante, mais qui vont regarder sur la carte où se trouve Rodez et qui vont y aller. Rodez, c'est quand même l'un des derniers meetings d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Donc il y avait aussi un enjeu, un petit clin d'œil pour revenir un peu, après le grand débat, à une forme d'interaction avec la population. Sébastien Fournier. Oui, c'est plutôt une bonne chose. On ne peut que se réjouir que cette concertation ait lieu. C'est une bonne chose. Je pense que l'exécutif, Emmanuel Macron, il n'a pas envie de recommencer le psychodrame des Gilets jaunes. Le grand débat sur cette question-là, on va voir ce que ça va donner. Certains n'y croient pas, en effet. A priori, on pourrait penser que c'est déjà une bonne chose, à ce stade. Il faut juste préciser aussi que le grand débat sera précédé par un petit débat. Donc, pour peut-être un peu juguler les mécontentements, mais vous savez qu'il y a Didier Guillaume et Bruno Le Maire qui vont en amont pour essayer de dialoguer avec les différents partenaires, et notamment les agriculteurs qui, en ce moment, sont plutôt malmenés. Thierry Dupont. Il y a une sorte de chaudron social qui est en train de mitonner ces temps-ci, on le voit bien. Il y a la réforme des retraites qui se profile. Il y a quand même encore un mécontentement. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas éteint. On le voit qu'il y a des résurgences. On annonce quand même des mouvements sociaux assez importants. À partir du 5 décembre, en région parisienne, il y a une grève illimitée un appel à une grève illimitée des transports en commun. On voit se profiler le spectre de 1995 et des grandes grèves. Donc il est urgent pour le gouvernement et pour l'exécutif, et pour Emmanuel Macron en particulier, de désamorcer tout ça. En tout cas, il essaye d'utiliser une formule dont il estime qu'elle a fait ses preuves, la formule du grand débat. Cette fois-ci, il va être en plus avec le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, pour essayer d'expliquer cette réforme dont il a bien dit au début du mois de septembre qu'il fallait rien fermer. On a bien senti combien la consultation était une phase importante. Le projet de loi, d'ailleurs, il ne cesse de se faire attendre. Et puis, on sait qu'il n'arrivera pas avant le juillet 2020. C'est en tout cas une projection à très, très long terme pour les retraites. Mais qu'est-ce qu'il faut voir derrière cette méthode, Thierry Dupont? Est-ce que c'est un moyen pour Emmanuel Macron de montrer qu'il écoute les Français, ou est-ce que c'est un moyen de gagner du temps? Non, je pense qu'il veut montrer qu'il était à l'écoute des Français. Après, j'ai parfois un peu du mal sur la méthode, parce que Emmanuel Macron a indiqué il n'y a pas très longtemps qu'il n'était pas favorable à l'âge pivot, l'instauration d'un âge pivot pour le départ en retraite. Et je disais ce matin que Jean-Paul Delevoye, dans Ouest France, disait qu'en fait, ce n'était pas totalement écarté, que ça restait en débat. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la population, chez les gens, et qu'il va falloir quand même assez rapidement les lever, ces inquiétudes. Parce que là, à force de dire oui, mais en fait, un pas en avant, un pas en arrière, finalement, ces inquiétudes, elles restent, et elles vont alimenter le mouvement social. Oui, c'est vrai qu'il faut que Thierry a raison de dire ça. Il faut pas que l'embellie dont bénéficie l'exécutif dans les baromètres, notamment celui du Point de la semaine dernière, où Macron a pris
plus 5 points et plus 16 points depuis la crise des Gilets jaunes depuis décembre. Donc il y a une embellie dans les sondages, mais il ne faut pas que ça masque effectivement l'intranquillité du pays et ce chaudron social. Voilà. Alors je serais un petit peu mesuré sur le spectre des grèves de 1995, parce que je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas quand même une conjonction des crises sociales la qui date permettent... a été choisie pour ça. Voilà, bien sûr. Mais il n'y a pas de texte. Voilà, on peut toujours s'inquiéter de ça. De toute façon, dès qu'il y a un petit peu de frémissement social, on parle du spectre des grèves de 95. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la paralysie du pays, comme ça avait été le cas sous le gouvernement Juppé. On n'est pas dans la paralysie, mais est-ce qu'on peut craindre que les convergences arrivent? Parce que là, c'est vrai qu'on est dans des mouvements sectoriels. On peut toujours craindre, mais ça ne va pas avec votre tempérament. Non, mais je vous pose la question. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour le moment, ça reste sectoriel et on ne va pas vers une convergence de ces luttes. Pour le moment. On peut toujours le craindre, notamment lorsque l'exécutif lui-même alimente l'inquiétude avec, par exemple, ce couac sur l'exonération fiscale pour les emplois à domicile, pour les seniors. Il essaye depuis des mois de dire non, mais les seniors, en fait, le senior n'est pas mon ennemi. Et en fait, il prend des mesures en rétropédalant 2 jours après, ce qui est totalement ridicule. Donc, ça contribue à alimenter cette inquiétude. Un quoi qui peut porter préjudice à la crédibilité du discours d'Emmanuel Macron, peut-être. Il faut surveiller. Il y a beaucoup de champs. Il y a aussi les agriculteurs qu'il faut surveiller. Parce qu'actuellement, il y a quand même un agribashing fort dans le pays. Donc ça, c'est important. Mais il faut quand même aussi dire, il faut être un petit peu positif, que pour l'instant, la rentrée est plutôt bonne pour l'exécutif, profitant un peu des effets du G7, une espèce de remise à ordre par rapport à la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs feux qui s'allument, mais pour l'instant, on n'est pas dans l'embrasement social. Ouais. Je suis assez d'accord. Voilà. Alors, puisque tout le monde est d'accord, on va parler. Merci Sébastien Lecornu. On va parler. Vous vous moquez, Jérôme Cordelier, c'est pas sympa. On va parler de votre une. On va parler quand même de votre une, Jérôme Cordelier. Allez-y, votre une sur Mark Zuckerberg. On a fait, interview exclusive de Guillaume Gralet, notre spécialiste techno, a été, vous savez, en ce moment, Guillaume Gralet, il enquille les interviews des grands tycoons de la net économie. Et là, il a été au siège de Facebook avec un entretien où il nous annonce notamment la fin du smartphone. Donc voilà, mais il y a aussi plusieurs entretiens. Je vais parler après, vous voulez me parler des mémoires de Jean-Marie Le Pen? Oui, et aussi de RIS. Parce qu'il y a un entretien. On va en parler après. Juste la une de l'Express, Thierry Dupont, sur l'immigration. Oui. Vérité et Balivernes. Il y a le débat sur l'immigration qui arrive là, au Parlement. Et donc, il nous semblait intéressant de regarder ce qu'il en est vraiment, parce que ça génère ça suscite beaucoup de fantasmes aussi, on le sait. Donc voilà, j'essaie de remettre un peu les choses à plat. Et tous les deux, alors vous avez dans vos journaux respectifs, vous parlez de la famille Le Pen. D'abord, c'est Jean-Marie Le Pen dans Le Point, Jérôme Cordelier. Oui, on a les bonnes feuilles en exclusivité des mémoires du tome 2 des mémoires de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelle Tribun, qui aurait pu s'appeler Il y en aura pour tout le monde, puisqu'il y en a un peu voilà. Vous mettez-le à la bouche. Voilà, donc c'est Grand Torino dans Le Point, c'est-à-dire qu'il parle évidemment de Chirac, de Giscard, mais aussi de Brigitte Bardot, par exemple. En disant quoi? Il dit, alors par exemple, il confie son amour pour Brigitte Bardot, et alors il a des phrases savoureuses, c'est bien écrit ce livre. Donc il a des phrases, par exemple, il disait Marilyn Monroe faisait plus serveuse de bar que Brigitte Bardot, elle, était flamboyante. Mais il parle aussi de sa fille Marine Le Pen, il n'est pas toujours tendre avec elle, il dit quand même, comme elle n'a pas confiance en elle, ça donne son côté dictatorial dans le pays. Et il reconfie encore sa passion énamorée pour Marion Maréchal Le Pen, tout en lui confiant quand même qu'il faut faire attention à ne pas être trop arrogante, si on peut résumer. Alors, vous, c'est Jean-Marie Le Pen, Jérôme Cordelier, vous, c'est Marion Maréchal Le Pen, Thierry Dupont dans l'Express. Oui, on a essayé de voir quelles étaient les 5 familles qui la soutiennent, ses réseaux d'influence, quels sont ses proches. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a Marine Le Pen est prise dans une tenaille entre son père et sa nièce. Et Marine Le Pen surveille de très très près l'évolution de l'influence grandissante de Marion Maréchal sur la droite de la droite, l'extrême droite. On voit bien qu'avec la conférence de la convention de droite qui doit se tenir, voilà, il y a quelque chose qui essaie de se passer. Tout ça, c'est à lire dans l'Express. 10 secondes, Jérôme Cordelier, pour nous parler de RIS.
Oui, un entretien formidable vraiment avec le fondateur de Charlie Hebdo qui revient qui sort un livre et qui revient sur la tuerie de Charlie. J'attire aussi l'attention sur un papier très bon sur les coulisses de la bataille parlementaire sur la PMA. Puisque voilà, la boucle est bouclée, nous parlions au début du débat parlementaire et des sujets. Voilà, vous faites les transitions, les boucles, vous êtes formidable, Jérôme Cordelier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À 16h30, Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin, avec notamment un débat sur la réinsertion après l'exécution des peines. Nous, on se retrouve demain. Notre invité politique, Hervé Morin, le président de Région de France. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le